bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Emmanuel Di Giacomo, je suis responsable du développement des écosystèmes BIM pour l'Europe chez Autodesk et je suis architecte de formation. Nous entendons de plus en plus parler de BIM dans le BTP et plus précisément dans les agences d'architecture. Qu'est-ce que le BIM? Alors le BIM, c'est un processus collaboratif qui permet à tous les acteurs du projet de travailler ensemble de manière beaucoup plus efficace afin de pouvoir produire des bâtiments de meilleure qualité qu'on va construire plus rapidement, qu'on maîtrisera totalement, qui seront respectueux de leur environnement. Donc c'est avant tout un processus, ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas une base de données, même si derrière le processus vous allez quand même avoir de l'utilisation de solutions logicielles. Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de ce processus en tant qu'architecte, mais aussi pour une agence d'architecture? Alors, les avantages, il y en a beaucoup à utiliser un processus collaboratif, mais je dirais que le premier avantage pour une agence d'architecture, c'est de pouvoir travailler ensemble sur le même projet. Donc ça permet de décupler finalement les ressources autour d'un seul et même projet. En plus, on va mieux comprendre le projet puisqu'on va travailler en 3D, mais en 3D intelligente avec plein d'informations associées. Pour certaines technologies du type Revit qui sont basées sur un moteur paramétrique, le gros intérêt c'est que ça va automatiser la production de la documentation de projet. À savoir qu'on n'a plus besoin de dessiner les plans, les coupes, les façades, puisque ça se fait de manière automatique. Le gros intérêt aussi du paramétrique, c'est que vous avez un risque d'erreur qui est proche de 0%, puisque c'est le moteur paramétrique du logiciel qui va regarder à l'intérieur de la maquette du projet pour produire les documents. Bon, on aura toujours l'enrichissement des vues qui sera là à effectuer, on aura toujours l'intelligence à rajouter, par exemple quand on dessine une coupe, mais le gros intérêt c'est qu'on va augmenter la productivité de l'agence. Ensuite, l'un des gros intérêts au-delà de la collaboration et de l'augmentation de la production du projet, c'est qu'on va maîtriser tout un certain nombre de choses. On va maîtriser les quantités du projet, ce qui est très bien parce que pour un architecte, être capable de quantifier de manière très précise le nombre de fenêtres, le volume de béton nécessaire ou de briques, c'est très bien parce que ça lui donne un argument supplémentaire pour discuter face à un économiste ou avec le maître d'ouvrage et d'appuyer le discours autour de son projet. Ensuite, le BIM, ce qui est intéressant, vu qu'on a une composante tridimensionnelle, on n'est plus dans un processus, on va dire, asynchrone, où on demande à un perspectiviste de faire des perspectives, etc. On a tout qui est intégré. Le gros intérêt, c'est qu'on va mieux faire comprendre et plus rapidement son projet déjà à ses équipes internes, mais ensuite à ses clients. Donc on va être capable de convaincre beaucoup plus rapidement. Ensuite, vis-à-vis de l'extérieur, je pense qu'il est important pour les architectes de s'approprier ce processus, puisqu'on voit que les entreprises de construction, les sociétés d'ingénierie ont clairement une longueur d'avance par rapport aux architectes qui, pendant très longtemps, ont dit le BIM, ce n'est pas pour nous, c'est cher, ce n'est pas à nous de fabriquer les maquettes, ce n'est pas à nous d'investir du temps, de l'argent, etc. Donc le fait de se réapproprier le BIM permettrait aux architectes de se remettre au centre du projet et d'agir vraiment en tant qu'archi, c'est-à-dire coordonner toutes les disciplines. C'est finalement eux qui devraient être à l'origine de la maquette initiale puisque c'est leur projet et c'est à eux de décider comment toute la partie, on va dire, technique, les systèmes à l'intérieur du bâtiment, la partie électrique, CVC, etc., ou même la structure, c'est à eux de définir comment ces éléments-là doivent être modifiés. Ce ne sont pas aux entreprises ou aux ingénieries d'imposer aux architectes les modifications. Le discours doit être à armes égales, je dirais. Et donc c'est en ce sens que le BIM est important. Et dernier point peut-être, c'est la compétitivité des entreprises archi. Si on peut parler d'entreprise, c'est vrai que depuis quelques années, on commence à parler d'entreprise architecture. C'est vraiment un vecteur de compétitivité et de positionnement à l'international, notamment au niveau européen, puisqu'une agence d'architecture qui passerait au BIM pourrait prétendre à répondre à des concours ou des appels d'offres, déjà en France, mais surtout au niveau des pays européens, où pour la plupart,
le BIM est obligatoire pour les projets publics ou financés par des fonds publics. Donc c'est vraiment un vecteur de compétitivité, c'est une évolution dont les architectes doivent absolument se saisir. Comment procéder afin de mettre en place le BIM? Peut-on être seul ou faut-il absolument être accompagné? Alors c'est une très bonne question. Tout dépend de la taille de l'agence. Je dirais que si on est tout seul, on peut déjà... la chose la plus simple à faire, c'est déjà d'avoir le logiciel, de l'acheter auprès d'un spécialiste, d'un partenaire revendeur spécialisé. Nous, on a un réseau de partenaires qui souvent d'ailleurs sont des archis de formation. Donc déjà, c'est bien entendu avoir le logiciel. Ensuite, je pense que honnêtement, un conseil de base à donner, c'est suivre au minimum une formation de 5 jours. C'est le standard, c'est la durée standard en fait, de formation sur l'outil qu'on va choisir. En l'occurrence, Revit, en général, c'est 5 jours. Et ensuite, c'est faire un projet pilote. Surtout, la base à respecter aussi, c'est dès qu'on va avoir des soucis, dès qu'on ne va pas comprendre comment faire telle ou telle opération, il faut absolument se faire aider. Il ne faut pas rester dans son coin, végéter, essayer de trouver tout seul la réponse. Ça ne sert à rien, on risque d'être découragé. Il faut absolument se référer par exemple aux revendeurs qui nous auraient formés, aux spécialistes qui nous auraient formés, lui dire voilà, je n'arrive pas à faire telle ou telle chose. Et il faut absolument se faire suivre. Sachant que le temps moyen de monter en puissance pour être efficace en BIM, ou en tout cas en BIM niveau 1, c'est-à-dire je fais du BIM, je suis archi, je fais du BIM tout seul dans mon coin, il faut compter entre 3 et 6 mois de temps d'adaptation. Si on est une agence un peu plus conséquente, on va agir de manière un petit peu plus virale, c'est-à-dire qu'on va choisir une petite équipe motivée pour passer au BIM. Imaginons qu'on soit dans une agence de 15-20 personnes, on va choisir peut-être une petite équipe de 3 à 5 personnes. On va choisir un projet pilote. En général, il faut choisir un projet raisonnable, un projet standard qu'on a l'habitude de faire. On va former les 3 à 5 personnes, donc on va passer par un partenaire certifié encore une fois. Le projet pilote choisi, on va définir ce projet, par exemple, on va le faire sur 6 mois et on va se faire accompagner peut-être une journée par semaine par le partenaire ou l'expert indépendant, et on va faire des points réguliers. On va voir les difficultés auxquelles on est confronté, et il y a un besoin quand même de beaucoup de communication entre ces 5 personnes pour que finalement elles se nourrissent les unes et les autres finalement de ce qu'elles vont apprendre. Et ensuite c'est le principe viral, c'est-à-dire que sur ces 5 personnes, vous allez forcément avoir 2 ou 3 personnes beaucoup plus motivées que les autres. Ces personnes, on peut les extraire soit pendant la phase de transition sur le projet pilote et les réinjecter sur une autre petite équipe de 2 ou 3 personnes sur un autre projet. Soit on va le faire après la fin du projet, une fois qu'on aura fait le bilan de ce que ça nous aura apporté, etc. Et on va pouvoir redispatcher les personnes un peu comme un virus, de manière à faire des petits et pouvoir déployer le BIM au sein de l'agence. Mais ça nécessite effectivement une volonté d'entreprise, c'est-à-dire il faut que les dirigeants soient convaincus, il faut qu'ils mettent les ressources, donc qu'ils laissent du temps aux gens qui vont passer au BIM, parce que souvent dans l'agence on est dans l'urgence, on n'a pas le temps, on ne peut pas se former, etc. Ça, il faut en faire abstraction pendant 6 mois. Il faut être conscient du fait que pendant 6 mois on risque d'avoir une perte de productivité. Mais par contre, une fois qu'on a dépassé ces 6 mois, il faut savoir qu'on va être beaucoup plus efficace. Parce que si je reprends les avantages du BIM, on sait que sur un projet standard, grosso modo, on va aller 2 fois plus vite et on aura besoin de 2 fois moins de personnes, ce qui laisse la possibilité aux autres personnes, là où on aurait eu 5 personnes sur un projet, ça laisse la possibilité d'en mettre 3 sur un projet, 2 sur un autre projet, ou éventuellement de leur faire d'autres choses. Donc il faut le faire de manière structurée. Il y a des gens qui arrivent à se former tout seuls par le biais de tutoriaux qu'on trouve sur internet. Les archis regardent beaucoup et les forment. Il y a des livres qui existent, comme par exemple le livre de Julie Guézot et Pierre Navarra, qui permettent de s'auto-former. Mais la meilleure des approches et la plus efficace, c'est je fais mes 5 jours de formation, ça va me coûter peut-être 1 500 €, mais au bout des 5 jours, je sais que j'aurai appris toutes les bonnes bases, je serai parti sur de bonnes bases pour être efficace
en BIM ou sur des outils comme Revit. Aujourd'hui aussi, avec le BIM, on l'associe généralement à formation continue. Vous pouvez dire quelques mots là-dessus? Oui, alors effectivement, on l'associe à formation continue. Quand on pense formation continue, c'est vrai que le premier exemple qui nous vient à l'esprit, c'est peut-être le Master BIM de l'ESTP. Mais effectivement, formation continue, c'est ces 5 jours dont je parlais. On va chez un revendeur agréé, il faut vraiment passer par quelqu'un qui va être agréé, ou un expert indépendant qui a des références, mais il faut faire attention quand même. Parfois, il faut être sûr de la personne sur laquelle on tombe, parce que le suivi, entre guillemets, après-vente, il est extrêmement important. Donc la formation continue, je dirais qu'elle est primordiale pour les archis qui sont en agence. Ils doivent bien choisir leur organisme de formation. Et pour ça, il faut qu'ils se renseignent auprès des éditeurs qui vont leur donner des conseils, bien évidemment. Vous avez aussi des formations BIM beaucoup plus conceptuelles qui durent 2 jours, qui sont données par les organisations professionnelles, etc. Mais ça va juste vous donner une image, un vernis sur ce qu'est le BIM en tant que processus. On va être capable de visualiser des maquettes, mais bon, on ne va pas être capable d'en créer. Mais je dirais qu'au-delà de la formation continue, la formation initiale, elle est primordiale, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les jeunes archis soient formés, ou les futurs archis soient formés dans les écoles d'architecture. Ça commence à venir, c'est pas forcément structuré comme dans l'éducation nationale, dans les filières STI ou Pro, mais ça commence à venir. Je pense que les jeunes générations qui sortent des écoles et qui sont formées sur les outils BIM du type Revit, eux seront un vecteur d'accélération finalement de cette transition, de cette BIMisation des agences d'architecture. Et je pense qu'il faut que les agences tablent sur ces jeunes qui sont déjà formés, parce qu'ils vont les aider au sein de l'agence. Mais en tout cas, les jeunes sont un accélérateur de BIMisation des agences d'archi. Pouvez-vous me donner les grandes étapes de son installation dans une agence d'architecture? Alors, les grandes étapes de l'installation du BIM dans une agence d'architecture, il y a déjà la sensibilisation, je pense, de l'agence à ce que ça va représenter en termes de transformation, si je puis me permettre, du business model de l'agence. C'est-à-dire comment ça va impacter l'agence en termes d'organisation, parce que clairement ça va impacter, puisque c'est un processus collaboratif. On va travailler de manière différente autour des projets. On aura besoin d'organiser les équipes différemment, avoir des personnes qui seront en charge de la coordination, de la gestion, de la création des maquettes, etc. Donc, première étape, c'est la sensibilisation pour être sûr d'embarquer tout le monde. Il faut que ce soit une décision, comme je le disais tout à l'heure, de la direction qui décide. Il faut que l'agence passe au BIM petit à petit. Donc il faut une adhésion du plus grand nombre. Ensuite, la deuxième étape, c'est la stratégie, c'est-à-dire quelle stratégie on adopte pour passer au BIM. Combien de temps on se donne pour passer l'agence au BIM. En général, il faut éviter d'essayer de passer une agence complète en BIM d'un seul coup comme ça. Ça ne marche pas. C'est une erreur grossière que certaines agences ont fait. Et ça a été un vrai problème pour la fin. Donc, le timing nécessaire, quelles ressources on va mettre à disposition, donc quelles personnes on va choisir, quelles vont être les plus motivées, qui va être d'accord pour faire partie de ce premier petit groupe de pionniers qui va se former au BIM et qui va travailler sur un premier projet. Ensuite, c'est les fameuses ressources. Quelles ressources l'agence souhaite et peut mettre à disposition pour passer au BIM. Donc c'est des ressources financières, bien entendu, parce que qui dit BIM dit forcément formation, machine peut-être plus puissante et bien entendu logiciel. Tout ça, ça représente un coût. Les études qui sont faites actuellement sur le coût du passage au BIM parlent d'une fourchette de 13 à 15 000 euros par poste de travail, la première année. Nous, ce qu'on a essayé de faire depuis quelques années chez Autodesk, c'est démocratiser l'accès à la technologie.
Pour ça, on a mis en place des systèmes de location de licences qui permettent de réduire de manière drastique les coûts. Je vais prendre l'exemple le plus basique. Une toute petite agence d'une personne ou deux personnes qui voudrait passer au BIM pourrait prendre un Revit LT, ça lui coûterait 50 € par mois, 600 € par an en gros. 600 € par an, plus une formation à 1500 € en interentreprise, plus éventuellement une nouvelle machine. Donc on serait à peu près à 2100 plus 1500 €, on serait à 3600 € grosso modo. Grosso modo, on serait entre 4 et 5000 € la première année pour une toute petite agence. Donc, les moyens, c'est très important, c'est-à-dire quelles ressources on va mettre à disposition. Ensuite, je l'ai dit, être conscient du fait que pendant 6 mois, on risque, pour les gens qui vont passer au BIM, d'avoir une petite perte de productivité. Donc il faut laisser le temps aux gens de se former, de faire des erreurs aussi, et de faire le bilan finalement au bout des 6 mois de ce que ça nous a apporté. Donc au bout des 6 mois, on regarde où est-ce qu'on a été efficace, où est-ce qu'on n'a pas été efficace. Et ensuite, on peut déployer le BIM à plus grande échelle au sein de l'agence. Ensuite, on peut tout à fait imaginer pour le BIM des formations spécifiques sur des sujets particuliers, la collaboration, comment est-ce qu'on crée des familles, c'est-à-dire des objets de bibliothèque, parce que ça, il y a des stratégies aussi à mettre en place. Donc ça, c'est des toutes petites formations, en général de 1 à 2 journées supplémentaires, qu'on doit prévoir aussi à l'avance. Ce n'est pas une obligation, mais il faut y penser. Et en général, au bout de 6 mois, bon, on a quand même une visibilité sur ce que ça va nous apporter. Donc ça, c'est vraiment les grandes étapes pour passer au BIM. Existe-t-il des erreurs à éviter? Oui, il existe des erreurs à éviter. La première erreur à éviter, c'est d'essayer de faire du BIM dans son coin. C'est-à-dire, je suis un utilisateur dans l'agence, je suis un dessinateur, je vais demander à mon patron de m'acheter une licence de Revit et je pense que je vais faire du BIM tout seul. Ça ne marche pas. Il faut que ça vienne du haut, il faut que ça vienne des chefs d'agence, il faut que ça vienne des associés, il faut qu'ils soient convaincus de ce passage, de cette transition, de cette révolution technologique et que l'agence doit y passer. La deuxième erreur à éviter, c'est de penser qu'on peut se former tout seul. C'est pas possible, c'est-à-dire qu'on arrivera à bricoler des choses, mais ça restera de la bricole. Quand on sera amené à faire des projets collaboratifs avec des entreprises extérieures, on va très vite atteindre ses limites. Les erreurs à faire aussi, à ne pas faire, c'est aussi de penser qu'on va basculer toute une agence comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est surtout la chose à ne pas faire. Et il y a des agences qui le font parfois. Et surtout, choisir le bon partenaire qui va nous accompagner dans cette transformation. Chercher, par exemple, le revendeur le moins cher ou l'expert le moins cher qui va former toute l'agence, etc., plutôt que de prendre des gens avec de l'expertise qui vont nous former, ça va coûter un tout petit peu plus cher, mais ils vont nous suivre et nous accompagner sur plusieurs années. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Il faut vraiment... le prix n'est pas l'argument essentiel pour passer au BIM. Il faut faire très attention. Il ne faut pas tirer les choses vers le bas. Et l'une des erreurs à ne pas faire aussi, c'est je fais un projet ou alors je fais une formation et je n'ai pas de projet à traiter en BIM. Alors du coup, je laisse tomber, je dis oh bah tiens, on va attendre le prochain projet, il y en a un qui sera là dans 3 mois ou 6 mois, etc. Alors ça, c'est l'erreur à ne pas faire, parce que ça veut dire qu'il faut recommencer à zéro. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est vraiment bien tout préparer et pas imaginer qu'effectivement on va pouvoir bricoler des choses, prendre un fichier standard, pouvoir se fabriquer son gabarit, etc. Ça, c'est des choses qui s'apprennent, ça se fait de manière structurée, ça prend du temps. Le BIM, ça prend quand même un peu de temps pour être quand même efficace. Le BIM, c'est un processus collaboratif. Qui dit processus collaboratif dit besoin et parfois obligation, ce qui est normal puisqu'on est dans un processus collaboratif, d'échanger avec des intervenants extérieurs,
des bureaux d'études, des thermiciens, des bureaux d'études structure, des bureaux d'études environnement, etc. Quand on va avoir besoin d'échanger, on va passer par des formats spécifiques. Donc on parle beaucoup d'OpenBeam, l'OpenBeam de Building Smart qui est représenté en France par MediaConstruct. Le format d'échange interopérable le plus répandu et qui a le plus d'avenir, c'est le format IFC. Par contre, le format IFC, c'est un format d'échange et non pas un format de travail. Donc ça, il faut toujours le garder à l'esprit et c'est l'erreur à ne pas faire. Il ne faut pas penser qu'on va travailler sur un fichier IFC, qu'on va continuer à faire vivre, etc. C'est un vecteur d'échange à l'instant T pour échanger avec les différents partenaires du projet. C'est quelque chose d'essentiel, il faut toujours le garder à l'esprit. Et je dirais que l'une des erreurs à ne pas faire, notamment sur Revit, c'est de ne pas avoir son logiciel à jour, de ne pas avoir le moteur d'import-export open source de Revit à jour, parce qu'on risque d'être confronté à des problèmes. En matière de BIM, la France est en retard par rapport à ses voisins anglo-saxons, notamment à cause d'un manque d'intérêt pour ce processus. Selon vous, pourquoi de nombreux professionnels français restent sceptiques devant les améliorations que propose le BIM ? Alors, je pense qu'un certain nombre de professionnels restent sceptiques parce qu'ils ne savent pas forcément ce que ça va leur apporter, ou ils n'en ont pas la conscience. C'est facile de dire j'en ai pas besoin, ça marche très bien comme je travaille actuellement, etc. Tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas utilisé, si demain on prouve à quelqu'un qu'effectivement pour produire de la documentation de projet, il va mettre 2 fois moins de temps, peut-être qu'il va réfléchir à 2 fois. Parce que quand, par exemple, les architectes mettent en avant le fait qu'ils ont moins de marge sur les projets, peut-être qu'une manière d'avoir beaucoup plus de marge, ce serait de passer moins de temps sur des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, les tâches de dessin, et passer beaucoup plus de temps sur la conception, et des outils, par exemple, comme Revit paramétrique, leur permettraient de gagner du temps, de maîtriser leur conception beaucoup mieux que sur AutoCAD, clairement, puisqu'on est dans un processus CAO qui n'a pas vraiment d'intelligence à proprement parler, et ce seraient des gens qui seraient beaucoup plus efficaces. Souvent, les gens d'ailleurs qui sont passés par exemple d'AutoCAD à Revit nous disent plus jamais on retournera en arrière, c'est pas possible. Si on avait su, on y serait passé, mais il y a plusieurs années. Donc le scepticisme, il est lié, je pense, à un défaut d'information des professionnels. C'est peut-être très français aussi d'être réticent au changement. Nous, on le constate parce que moi, je vois beaucoup de gens, beaucoup de professionnels du bâtiment, des entreprises de construction, des ingénieries, des archives, etc. Et c'est vrai que dès que vous parlez d'évolution, d'innovation, etc., c'est tout de suite ah non, non, c'est pas pour nous, et puis en plus on n'a pas le temps, et puis on n'a pas d'argent, etc. Je pense que c'est plutôt. Le français est sceptique, donc tant qu'il ne sera pas dos au mur, en fait, obligé d'y passer, il ne pourra pas se rendre compte de ce que ça représente vraiment. En plus, les pouvoirs publics n'incitent pas forcément justement à l'obligation d'utilisation du BIM, contrairement aux autres pays. Donc ça, après, c'est la liberté de chacun de penser c'est bien, c'est pas bien. Je pense personnellement que si on n'oblige à rien du tout, finalement les gens, oui, ne le feront jamais. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de perdre du terrain et de la compétitivité par rapport à leurs concurrents dans les pays voisins. Donc penser qu'on peut rester tout seul en France, continuer à travailler comme on travaillait comme avant, c'est une hérésie, puisque en Europe ça avance très vite. Pensez-vous que le processus BIM peut aussi bien se développer en France que dans les pays anglo-saxons ? Bien sûr, puisque si on regarde certaines entreprises françaises, notamment les grands majors du BTP et leurs filiales d'ailleurs, Bouygues, Vinci, Eiffage. Si on prend leurs filiales, je pense à Bouygues Bâtiment Nord-Est ou Vinci Ouest par exemple, ou Sogea, je crois en Normandie, il me semble. Ce sont des entreprises qui sont extrêmement efficaces et pointues en BIM,
et pourtant elles ne sont pas anglo-saxonnes, elles ne sont pas britanniques, elles ne sont pas nordiques, et pourtant ils ont développé une stratégie autour du BIM en interne qui est extrêmement efficace. Moi, je vois des choses extraordinaires qui se font dans ces entreprises-là, dans les ingénieries, où vous allez voir chez CETEC, Sistra, Egis, etc. Il y a une véritable prise en main finalement de la stratégie, un véritable savoir-faire très pointu. Donc la problématique n'est pas d'être anglo-saxon, c'est vraiment une problématique de volonté. Est-ce qu'on veut y aller ou pas? Et si on veut y aller, est-ce qu'on met les moyens? Et comment et quand on met les moyens? De toute façon, clairement, la problématique n'est plus de savoir est-ce qu'on doit le faire ou pas, c'est quand et comment on y va. Il faut absolument que ça se fasse le plus tôt possible parce que, effectivement, par rapport à nos voisins, n'en déplaise à beaucoup de professionnels, nous sommes en retard. Le processus BIM bouleverse totalement les méthodes de travail actuelles. Pensez-vous que ce dernier puisse nuire au métier d'architecte? Je pense qu'il pourrait nuire au métier d'architecte si l'architecte, comme je le disais au tout début de l'interview, ne s'approprie pas le processus BIM. Parce qu'à force de dire ce n'est pas à nous de le faire, etc., dans les entreprises, vous commencez à avoir des architectes qui vont être intégrés, et finalement, les entreprises de construction, petit à petit, effectivement, auront de plus en plus de pouvoir, les entreprises de construction et les ingénieries, effectivement. Et l'architecte n'aura plus qu'à acquiescer les propositions qu'on va lui faire. Si l'architecte se replace au centre du processus de création et de construction d'un projet, par sa maîtrise du BIM, il aura de nombreux arguments. Ce sont des arguments rationnels. Quand on est capable de dire à un économiste il n'y a pas 30% de matériaux en plus, comme tu me l'annonces, mais il y en a 20 en moins. Quand on est capable d'estimer le coût d'un projet, comme c'est le cas de nombreux architectes qui sont passés au BIM, à 2 ou 3% près en termes de précision, quand on est capable de dire à un bureau d'études structure non, mon bâtiment tient de cette manière-là, parce que le BIM m'a permis de le calculer, de l'anticiper, on est en position de force. Par contre, si on est encore sur un processus antédiluvien, à travailler tout seul dans son coin, en 2D, sans aucune cohérence entre tous les documents du projet, qu'on n'est pas capable de fournir des maquettes numériques architecturales à ses partenaires de projet, on est en position de faiblesse et on est en position potentiellement de déclin. Vous avez de plus en plus d'entreprises de construction qui demandent aux architectes « est-ce que tu travailles en BIM ?» Si les entreprises d'architecture ne travaillent pas en BIM, les entreprises de construction clairement leur disent nous ne travaillerons pas ensemble. Parce que eux ont fait cet effort, ça leur a pris du temps, de l'argent, des ressources, etc., des efforts considérables pour restructurer leurs équipes internes. Ils n'ont pas à pâtir du fait qu'effectivement il y ait des professionnels, des agences d'architecture qui ne veulent pas évoluer. La problématique financière, c'est une autre problématique, mais sur le fond, sur l'innovation et sur l'évolution du métier d'architecte, il doit absolument tenir compte de ces évolutions sociétales qui ne sont pas franco-françaises mais qui sont internationales. Dans le plan de transition du numérique dans le bâtiment, le PTNB, une attention particulière est portée aux TPE-PME. Pensez-vous que le BIM risque d'être fatal pour les petites agences? Non, je ne pense pas. Je pense que ça peut même être une opportunité. Je peux prendre des exemples de petites agences que je connais et le terme petites agences, à la limite, peut être péjoratif, mais vous avez des petites agences qui font de grandes choses. Je me souviens, il y a à peu près une dizaine d'années, quand je suivais justement les agences au niveau méthodologique pour leur passage de la CAO au BIM, typiquement elles passaient d'AutoCAD à Revit, j'ai été voir des agences qui avaient une quarantaine de personnes, notamment en Italie, comme Piero Lissoni et Associati. Je me suis occupé de Gaeo Lenti. Donc, Lissoni, c'était 40-50 personnes, archi et designers. Gaeo Lenti, c'était à peu près 6 ou 7 personnes. C'est effectivement ce qu'on peut qualifier de petite agence, mais
Il y avait eu cette volonté de changer leur processus de création et de conception. Je vais prendre un exemple d'une autre petite agence que je connais bien, c'est l'agence Sona à Nantes. Ils sont deux, c'est donc Pierre Navarra et Emmanuel Sorin. Ils sont deux, ils sont extrêmement efficaces, mais pourquoi aussi, au-delà de leurs compétences et de leur créativité, c'est parce qu'ils ont été suffisamment intelligents et visionnaires pour passer sur des processus BIM et passer sur des outils comme Revit, qui leur apportent une véritable compétitivité, un élément différenciateur que n'ont pas des agences un peu plus importantes. Et des agences un peu plus importantes, elles, par contre, sont beaucoup moins efficaces si elles sont sur des processus classiques CAO, où là, clairement, on peut mesurer les bénéfices qu'apporte le passage au BIM. Clairement, les anglo-saxons le font. C'est très très simple. Au-delà de la maîtrise autour des coûts du projet, on sait que les Britanniques sont capables de construire des écoles élémentaires à moins 40% grâce au BIM. Ils sont capables de construire, il y a à peu près une dizaine d'années, ils étaient capables de rendre uniquement 30% des projets à temps. Depuis que le Royaume-Uni a rendu obligatoire le passage au BIM, c'est 60% des projets qui sont rendus en temps et en heure. Donc ça, ce sont des éléments concrets. Et tout ça ne dépend pas de la taille de l'agence. Donc les toutes petites agences, c'est aussi une opportunité pour elles. C'est aussi des métiers nouveaux qui s'ouvrent peut-être pour les agences. Parce que l'architecte a ce côté gestion de projet que n'ont peut-être pas d'autres métiers. Cette vision globale du projet, seul l'architecte l'a. Je ne vais pas dire du mal d'autres professions, mais ils n'ont pas cette capacité à synthétiser toutes les informations d'un projet. L'architecte l'a. Donc c'est vraiment une opportunité. Il y a un potentiel énorme sur la partie aussi rénovation, on le sait en France, puisque l'un des objectifs du gouvernement, c'était de rénover plus de 500 000 logements. C'est peut-être une opportunité pour les architectes qui n'ont pas beaucoup de missions actuellement, mais de créer les maquettes numériques des bâtiments existants pour pouvoir les rénover. C'est aussi du business potentiel pour les agences. C'est de nouveaux métiers, BIM manager, coordinateur, expert en modélisation. Il y a vraiment énormément d'opportunités. Vous ne pensez pas que justement les petites agences vont être poussées à se regrouper pour pouvoir agrandir la taille de l'agence et pouvoir développer plus facilement le BIM par exemple? C'est l'une des possibilités, effectivement. On peut imaginer que des petites agences se regroupent pour être plus forts, pour répondre à des appels d'offres, etc. Je ne pense pas que c'est ce qui va se généraliser, mais je pense que c'est l'une des possibilités, clairement. Oui. Donc on est vraiment dans les attentes du BIM, c'est-à-dire ne plus travailler seul dans son coin, mais travailler vraiment ensemble. Oui, c'est ça, le BIM, c'est travailler ensemble. Pierre Mitt, le président de Mediaconstruct, qui était aussi président de l'Intec, il a une expression qu'il dit à chaque fois, c'est le BIM, c'est 90% d'humains et 10% de technologie, et quelque part, il a raison. Pour conclure cette interview, vous avez encore quelques mots à rajouter pour faire un bilan? Le BIM, c'est réconcilier aussi les acteurs du projet entre eux. C'est décloisonner les métiers entre eux. Ça permet ça et ça force les gens à travailler entre eux. Parce que là, les problèmes, on les a en frontal. Le BIM, on parlait d'organisation au sein de l'agence, c'est aussi une remise en question par rapport au pouvoir qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'autrefois, tous les métiers étaient vraiment structurés, cloisonnés. C'est-à-dire qu'il y avait la personne qui faisait les plans. Bon, il y avait le chef de projet, il y avait les personnes qui faisaient les plans, les autres qui faisaient les coupes, les autres qui faisaient les façades, etc. Le chef de projet venait, tu modifies ça, etc. Le BIM a cela de différent que à partir du moment où quelqu'un va changer quelque chose quelque part, ça va avoir un impact sur tout le projet. Donc il y a une modification totale des équilibres et notamment du pouvoir, c'est-à-dire que même le dessinateur maintenant a un pouvoir sur le projet. Ça veut dire qu'on ne peut plus voir l'organisation et les relations entre les personnes de la même manière. Déjà au sein d'un même métier, les architectes, mais ensuite entre les métiers extérieurs. C'est pour ça que ça pose des problématiques de droit, de traçabilité, de responsabilité, de droit d'auteur, etc. Et que ça pose énormément de questions parce que
Là, si vous voulez, la modification, elle est beaucoup plus directe. Quand les maquettes sont coordonnées, quand on est en BIM niveau 3, une modification que ferait un bureau d'études va impacter le modèle de l'architecte potentiellement. Donc il y a vraiment de nouvelles questions à se poser. Et c'est pour ça qu'il faut y aller. L'architecte ne peut pas rester à la traîne et dire « ça ne me regarde pas, c'est pour le technique, etc. » Il doit être impliqué dans ces discussions, il doit faire avancer les choses, il doit faire entendre sa voix, il doit être acteur de ce changement-là. C'est une révolution. Comme à l'époque, Giotto avait inventé la perspective, on n'imaginerait pas actuellement se dire finalement l'axo à l'époque du Moyen-Âge c'était très bien, il ne fallait pas passer à la perspective. C'était une évolution naturelle, obligatoire, et ça a bouleversé la manière dont on construit les bâtiments. Ça a bouleversé les équilibres entre les constructeurs, les architectes, etc. Là, on vit la même chose d'une certaine façon. On ne peut pas aller contre le progrès. Ce que je dis souvent, c'est effectivement, on pourrait continuer à rouler avec une voiture des années 30, voire une carriole avec un cheval, et puis dire, tiens, pour aller d'un point A à un point B, je vais prendre ma carte en papier, je vais regarder, je vais m'arrêter, etc. Mais il y a des véhicules modernes avec des GPS qui marchent avec des carburants propres, intelligents, etc., avec des systèmes de sécurité. Oui, on peut totalement s'en passer. Mais dans ce cas-là, on décide de vivre dans une autre époque, comme les Amish ou comme des communautés qui décident volontairement de s'isoler de l'évolution. Il ne faut pas que les architectes soient comme ça, en retrait par rapport au progrès. C'est un progrès inéluctable. Ceux qui n'y passeront pas seront relégués en arrière-plan, c'est clair et net. En fait, ce que je souhaiterais aussi rajouter, c'est que j'ai fait mes études donc, à Tolbiac, à UP7, et je suis un ancien élève de Paul Mémon, qui est un utopiste des années 60 et un visionnaire, qui avait compris depuis très 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 longtemps les problématiques liées à l'environnement, et qui avait compris que l'architecte devait être un acteur clé pour la préservation de notre planète et de l'environnement de manière générale. Et à cette époque-là, pourtant les technologies numériques n'étaient pas tellement développées, il commençait à y en avoir sur plateforme Macintosh. Il m'avait dit quelque chose qui était très vrai et qui a tout son sens actuellement. Il m'avait dit, vous savez, dit Giacomo, je pense que d'ici quelques années, il y aura des technologies suffisamment innovantes et intelligentes qui permettront aux architectes de concevoir des bâtiments respectueux de leur environnement, qui permettront automatiquement de trouver l'orientation parfaite pour le bâtiment, pour qu'il soit bien orienté par rapport au soleil, qu'il soit parfaitement intégré dans son environnement. Donc ça, c'était il y a plus de 26 ans. Et il avait tout à fait raison. Si Léonard de Vinci avait eu accès à ces technologies, je pense qu'il s'en serait emparé. C'est une évidence. Il n'aurait pas continué à faire ses beaux croquis. Il aurait continué à faire ses beaux croquis, mais il se serait emparé de ces nouvelles technologies-là. L'architecte se doit d'être à la pointe sur l'utilisation de tout nouveau processus révolutionnaire. Il ne peut pas être à la traîne. C'est un devoir. Voilà.